Le point marché avec Nadine Trémonière, directeur de Primonial Portfolio Solutions. Nadine, on attaque tout de suite, si vous le voulez bien, en regardant le tableau des actions. Et alors là, vous allez voir, il y a un chiffre qui nous impressionne sur la performance du mois de septembre, plus 23,4% pour la Chine. La Chine se réveille ? La Chine se réveille, le monde tremblant, à vous rappeler de cette citation de Pei-Rich, qui je pense a à peu près 50 ans. Oui, le marché s'est réveillé la dernière semaine, je veux dire, c'est même pas tout le mois, c'est vraiment la dernière semaine, avec un rebond terriblement impressionnant. Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de techniques. Rappelons-nous, la Chine actuellement a perdu pratiquement 50% depuis 2021, donc ça fait quand même une grosse dépréciation par rapport aux marchés développés qui, eux, pendant ce temps-là, ont pris pratiquement 50%. Et puis, il y a eu pas mal de rachats de short par le fait qu'on est la Golden Week. Donc, effectivement, pendant une semaine, la Chine est enfermée. Je pense qu'il y a un petit peu de technique. Mais fondamentalement, les mesures qui ont été prises par le Politburo... Donc, on rappelle, il y a un plan de relance qui a été annoncé. Tout le monde l'attendait. Enfin, il est sorti. Enfin, il est sorti. Jusqu'à maintenant, on avait des petits plans, on avait des petites décisions de baisse des taux, de baisse des réserves obligatoires. Mais ça n'avait pas suffi. C'était trop homéopathique pour réellement impacter le marché. Là, ils ont pris des mesures à la fois monétaires, budgétaires, fiscale et sur l'immobilier. Donc, je veux dire, c'est l'ensemble de ces mesures qui, quelque part, a fait considérer le marché comme étant, on va dire, peut-être un peu plus porteur que ce qu'il a été dans les dernières années. D'accord, c'est quand même spectaculaire, parce que quand on suit notre tableau, la Chine, depuis le début de l'année, se traînait en dernière position, etc. C'est une chevauchée fantastique. Oui, c'est aussi le signe d'un marché dans lequel les investisseurs avaient capitulé, un marché short, et c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi beaucoup de rachats de short qui ont permis cette progression spectaculaire. On va rester sur ce tableau, et lorsque l'on regarde les performances, on a quand même un sujet qui apparaît de manière très claire. Il y a un moins sur le MSCI Europe, moins 0,4%. Un petit plus, le MSCI Europe Small Cap. Est-ce que boursièrement, l'Europe, c'est la loose ? Je ne sais pas si c'est la loose, mais tout au moins, on voit très bien que la problématique de l'Europe, on la connaît. Premièrement, il y a un parent malade, c'est la France. Peut-être qu'on y reviendra quand on parlera des taux. Mais très clairement, le CAC 40 est à zéro depuis le début de l'année. Les autres indices... Alors, on dit ça boursièrement, parce que d'un point de vue économique, on a plutôt tendance à dire que le malade, c'est l'Allemagne. Le malade est oui, effectivement, l'Allemagne, c'est ça qui est le paradoxe. L'Allemagne est en récession et il y a des indices qui sont autour de pratiquement plus 13 ou plus 14 depuis le début de l'année. La France se tient peut-être un peu mieux. Est-ce qu'il n'y a pas un effet JO là-dedans ? Mais quand vous regardez les PMI services ces derniers mois, il est quand même très sérieusement en zone de contraction. Donc, je pense que la France ne va pas si bien que cela. Peut-être que l'effet JO a été, on va dire, un sparadrap qui a un petit peu caché la misère. Mais fondamentalement, je veux dire, l'Europe, quand on voit vraiment quand les drivers de la hausse des marchés, l'intelligence artificielle et la technologie sur les États-Unis, on l'a pas en Europe. La baisse des taux, effectivement, on l'a eu un petit peu en Europe, mais sur une activité qui est quand même moins forte qu'aux États-Unis. Et puis, comme on l'a vu, les mesures chinoises, elles aident un petit peu indirectement l'Europe, parce que on sentait que quelque part, à la fois les valeurs du luxe, à la fois les valeurs industrielles au niveau de l'Allemagne, on a besoin du moteur chinois, mais on est pris entre deux feux et quelque part, on est un petit peu, effectivement, je vais reprendre votre expression, un petit peu la loose. Ok, alors on va maintenant regarder ce qui se passe du côté des États-Unis en regardant le tableau sur les taux d'intérêt. La première ligne, fait majeur. Entre fin août et fin septembre, les taux des Fed Funds ont baissé. On va dire qu'on s'y attendait un peu après Jackson Hole, mais l'ampleur du mouvement, 0,5%. Vous lisez les déclarations de Jérôme Powell comment ? Je pense que vous vous surprenez. Alors, on l'attendait, le 0,50, 0,25, 0,50. Je pense que c'est pas très important. Ce qu'il nous a annoncé, c'est que fondamentalement, l'économie va plutôt bien. Je veux dire, quelque part, tout le monde avait peur un peu d'une espèce d'arrivée d'une récession peut-être un peu trop rapide. Je pense qu'il n'y a pas d'éléments récessionnistes actuellement dans le marché américain. Il a baissé les taux de 0,50. Il nous a plus ou moins annoncé une ou deux autres baisses des taux avant la fin de l'année. Voilà, le marché est plutôt content de cette situation parce que on est dans un scénario, on va dire, un peu idéal, c'est-à-dire une baisse de l'inflation. La lutte contre l'inflation est très clairement gagnée, et puis une économie qui ne ralentit pas tant que cela. Et effectivement, c'est normal que maintenant les conditions monétaires s'assouplissent un petit peu. Mais vous vous dites quoi ? Vous vous dites qu'on est rentré dans un cycle de baisse des taux, ou qu'en fait, il va piloter en fonction des stats qu'il a, et puis il baissera pas, voire peut-être il remontera. Vous pensez qu'on est rentré dans un cycle ou ça va se traiter au cas par cas ?
Je pense que ça va se traiter un petit peu au cas par cas, mais malgré tout, on a des conditions qui sont quand même relativement dures par rapport au niveau de l'inflation. On est déjà toujours à 5% aux États-Unis. Donc on a une petite partie de normalisation des taux, et puis ensuite il ajustera en fonction de l'état de l'économie. Alors, petit zoom à nouveau sur notre tableau. Je voudrais qu'on regarde les deux dernières lignes. Ça s'appelle le spread de crédit investment et le spread sur le high yield. Je ne vais pas regarder les chiffres, je voudrais qu'on fasse un peu de pédagogie. Quand on regarde un spread de crédit sur le marché zone euro, on le mesure par rapport à quoi? Par rapport à la courbe allemande. Ok, donc voilà. Ce qui donne le là, c'est l'Allemagne, et c'est la raison pour laquelle, dans notre tableau, nous n'avons pas indiqué le taux de la France, mais nous avons indiqué le 10 ans allemand, qui était à fin septembre, à 2,12%. Aujourd'hui, le spread de la France, il est à combien? Aujourd'hui, il est autour de 74, mais on a vu pratiquement 80 BP. Rappelons-nous qu'avant la dissolution, on était autour de 30-35. Donc il y a un vrai sujet sur la dette française. Il y a un vrai sujet, mais moi j'ai une vraie interrogation. Attendez, vous êtes en train de me dire 74, ça veut dire que la France, qui est c'est pas le tip-top au niveau de la note, mais c'est quand même pas mauvais, grosso modo, se retrouve à avoir un spread qui est supérieur à de l'investment grade européen qui est moins bien noté. Oui, tout à fait. La France, c'est double A-, jusqu'à la prochaine fois, mais pour l'instant, on est toujours double A-. Le crédit, je pense qu'il est entre triple B, donc l'indice investment grade que l'on regarde est entre un triple B et un triple B+. Donc on voit qu'on a une vraie incohérence de notation ou de spread. Mais c'est vrai que le risque principal sur ces indices investment grade et aussi crossover, c'est à mon sens, il y a un élargissement, et encore une fois, c'est pas forcément le scénario central, mais s'il y avait une crise sur la dette française, il ne faut pas considérer que la dette privée serait complètement indépendante de la crise qui pourrait arriver sur la dette française. Votre regard sur la dette française aujourd'hui, vu le niveau du spread, c'est un risque ou c'est une opportunité? C'est un risque, très clairement un risque. Je veux dire, on connaît tous ce qui s'est passé il y a presque 10 ans, ou même plus de 10 ans, à la dette grecque. Je veux dire, on sait très bien qu'à 3% ou autour de 3% la dette française, il ne s'est pas passé grand-chose de mal. S'il y avait tout d'un coup... D'accord, donc vous êtes en train de me dire 80 points de base, c'est pas cool, mais franchement, c'est que dalle par rapport à ce que ça pourrait être. Un petit peu, oui. Ok. Donc... Si vraiment la crise s'intensifiait, 4, 5%, rappelez-vous ce qu'on a connu sans parler de la Grèce, ne serait-ce que de l'Italie et l'Espagne. Entre nous soit dit, l'Espagne actuellement a un taux 10 ans inférieur à celui de la France, ce qui est quand même paradoxal. Ok, on regarde maintenant, on va passer tout de suite aux performances. Le fait majeur, septembre, plus 0,8% de progression pour notre allocation équilibrée. Une allocation qui, je rappelle, a quand même une exposition marché qui est pas énorme, puisqu'il y a 45%, de fonds neutres. Je crois que ça doit être quasiment la meilleure performance mensuelle de l'année. Qu'est-ce qui a tiré les perfs? La Chine. On l'attendait depuis un certain nombre de temps. Rappelez-vous, j'avais gardé de l'émergent. Et c'est vrai que quelque part, c'est toujours un petit peu difficile d'expliquer que dans un portefeuille, on accepte d'avoir un moteur qui n'est pas forcément... En train de marcher. C'était le marché émergent, et dans lequel on sait qu'il y a 25-30% de Chine. Donc voilà, l'idée c'était de garder cette position, et moi je pense que c'est important de garder de temps en temps quelques fers au feu qui ne marchent pas aussi bien qu'on ne l'imaginerait, mais qui peuvent s'allumer, parce que personne ne pouvait imaginer que ce plan sortirait au mois de septembre. On attendait, mais ça faisait un certain nombre de mois qu'on attendait un plan chinois. Il arrive maintenant, on est content d'avoir du marché émergent, et donc on a des fonds émergents qui ont progressé de globalement 4% sur le mois. Donc ça, c'est le premier contributeur à la performance. Le second contributeur à la performance, on avait intégré un fonds de Rothschild qui s'appelle Ercovalor, qui lui a pris des positions relativement agressives sur la Chine. Donc une gestion très discrétionnaire. Voilà, exactement. Et quelque part, il a eu, entre guillemets, le courage d'aller s'exposer sur un marché qui était complètement délaissé par tous les investisseurs, qui sont quelques belles valeurs chinoises. Et c'est vrai qu'il a une très belle performance depuis le début de l'année. Il est à plus de 15%. Et il fait plus de 4% sur le mois. Donc lui aussi est un très bon contributeur pour notre fonds. Alors ça, c'était un des derniers arbitrages qu'on avait fait. De mémoire, c'était après la décision de réduire l'exposition sur les small cap européennes. On fait des arbitrages ce mois-ci ou... Non, on continue comme cela avec notre barbel pratiquement américain et chinois. Merci beaucoup Nadine Trémolière. Tout de suite, le journal décalé de Georges Delataille.